Mon travail a toujours été de comprendre l'endroit où j'étais, de comprendre chaque détail de la vie quotidienne et des comportements dans les différentes cultures. En 1932, lors d'un voyage en Allemagne, j'ai côtoyé des professeurs de l'université de Königsberg qui m'invitaient pour le café. Les Allemands étaient très friands de parler français, mais moi, je ne l'étais pas du tout pour l'allemand. Là-bas, j'ai constaté leurs craintes et leurs angoisses face à la montée au pouvoir d'Hitler. Je trouvais alors le nazisme ridicule et grotesque. C'est lors de vacances en 1938, en Bavière, que je me suis rendu compte de la dangerosité de ce pouvoir grandissant, de la haine et de l'animosité qu'il inspirait. En mai 40, à la fin de ma 4e mission d'ethnologie, alors que j'ignorais l'enfoncement du front français, à Constantine, j'ai écouté le discours du président Paul Reynaud, désespéré, disant qu'il fallait un miracle pour sauver la France. Vous allez entendre M. Paul Reynaud, président du Conseil. L'heure que nous vivons est décisive. Le 17 juin 40, le maréchal Pétain annonçait la collaboration. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République. Vous savez, l'indignation est une chose qui peut soulever une montagne. Devant le crime, devant la cruauté absolue, c'est une chose qui se gonfle et qui se soulève en vous. C'est à la fois la révolte, la colère et le sentiment que la justice est de votre côté et que le mal est en face. Je l'ai compris ce jour-là. Ce discours déplorable, annonçant l'inclination de la France devant l'Allemagne nazie, me fit comprendre que nous faisions une grave erreur. Toute cette intolérance dévastatrice qu'appliquait ce régime totalitariste allait s'installer en France. Alors que les Allemands progressaient, nous devions nous battre, continuer la lutte, ne pas céder au nazisme. Cette soumission du gouvernement m'a dégoûté au point de vomir. La clause de l'armistice allait même jusqu'à obliger à restituer aux Allemands tous les réfugiés qui étaient venus en France. Mais jusqu'où allait-il s'effondrer ? Il ne fallait pas se laisser étrangler, comme ça, sans rien dire, sans rien faire. J'ai alors décidé de donner nos papiers à la famille Lévy, une famille juive. Le 18 juin au soir, j'appris d'un officier polonais qu'un général français parti à Londres disait que la guerre n'était pas finie. Ne sachant pas où aller, je me rendis au siège de la Croix-Rouge. J'y trouvai les locaux vides. Là-bas, une dame me donna le numéro du colonel Hoé, un vieil homme à la moustache blanche. Avec lui, j'ai réhabilité l'Union des combattants coloniaux. Mon travail était de recruter des bénévoles. Officiellement, on envoyait des colis et des lettres à nos soldats d'outre-mer, mais officieusement, on organisait des évasions et on collectait des informations pour les transmettre à Londres. C'est là, dans ce petit local, que j'intégrai le réseau du Musée de l'Homme, l'un des premiers réseaux de résistance. Avec Paul Rivet, médecin, directeur du Musée de l'Homme et collègue ethnologue, Paul Hoé, vieux colonel à la retraite, Yvonne Odon, bibliothécaire au Musée de l'Homme à Paris, Émilie Thion, ma mère, plus tard Anatole Levitsky, réfugié russe fuyant le totalitarisme soviétique, et Boris Vildé, prisonnier de guerre évadé et ethnologue aguerri. Alors commencèrent 2 ans de résistance. Évasion de prisonniers, création de faux papiers, écriture de tracts puis de revues de propagande pour la résistance. Comme le dirait mon amie Geneviève de Gaulle, certains vont me qualifier d'héroïne. Mais les héros sont des gens d'exception. Nous appartenons à ce qu'on peut appeler les braves gens. Je suis une brave femme, pas beaucoup plus.